Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône de Radio Ma'arif. Nous sommes toujours là et nous sommes de plus en plus motivés pour présenter des gens et pour inviter et ouvrir l'antenne à tous ceux qui ont envie de nous présenter des gens qui les ont inspirés. Un survol de pourquoi ils les ont inspirés pour vous donner envie d'aller plus loin. J'ai aujourd'hui mes deux glorieux invités. On commence par Mouna Belgeleni, qu'on ne présente plus. Ça va Mouna ? Très bien, très bien. J'ai un problème avec cet adjectif, mais tout va bien. Lequel ? Glorieux. La gloire. Pas du tout. Il faut me voir pour comprendre pourquoi. Je présente également Reda Lahmouid. Salut Reda. Salut. Ça va ? Ça va ? Voilà. Alors tu peux nous présenter en quelques mots ton activité de réalisateur ? J'écris et je fais des films. Super. Enfin, j'essaye en tout cas. Voilà. Bon, alors quel genre de film, qu'est-ce que tu fais ? Je fais des films pour parler de choses qui me touchent et en espérant que ça touche des gens. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver ça facilement Ça se trouve. Et je peux dire doucement dans le casque qu'il a eu un prix il n'y a pas très longtemps, parce que je pense qu'il ne va pas le dire lui. Ah ben voilà, voilà les choses qu'on a envie d'entendre. Voilà. Quel prix ? Le Ballon d'Or des réalisateurs. Le FIFA Best Player. Deuxième du Ballon d'Or. Ah oui, celui de la FIFA. Non, sérieusement, mais bravo. C'est quoi ce prix ? Bref, c'est au Canada. C'est pas intéressant. Non mais c'est pas grave. Hein. On respecte. J'ai beaucoup de mal à parler de ça. Bon, bah écoute, allez chercher. Hein. Ça s'écrit comme ça se prononce, et vous allez découvrir l'œuvre et le prix de notre ami Reda. Ça va ? Alors tu nous parles de qui aujourd'hui ? En parlant de cinéma, moi je veux parler de Ali Hassan. Extraordinaire Ali Hassan. Enfin, les gens le reconnaissent plutôt par Filmouna li hada al-yawm. Film les Clint Eastwood. Enfin, j'essaie d'imiter sa voix, mais bon, sa voix est inimitable. Et son savoir aussi. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération qui n'avait pas Internet quand elle était enfant. Spoiler. Je crois que tout le monde dans cette pièce. Spoiler, il n'y avait pas Internet quand j'étais enfant. Et du coup, on n'avait pas Netflix et on pouvait pas télécharger des films. Mais ça donc, c'était dur, hein, j'imagine. Tu as souffert beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup vu de cassettes. Et... Non, mais... Moi, si je te dis qu'il n'y a même pas de cassettes, ça te fait quoi ? Ça me fait vieux à l'envers. Mais au fait, on revient à une époque où si tu voulais voir un film, tu devais le louer au Ciné Club. Ou là, attendre que Ali Hassan le passe le jeudi soir. Ou là, Bouchra Alami passe un film un peu plus en français, ou la Hadaf Blhed Bellil, sur 2M. Enfin, il faut même le dire à l'envers, c'est-à-dire que si tu voulais, enfin, c'était pas si tu voulais voir un film, enfin, à part la location qui était une option. Il y avait beaucoup de vidéoclubs, de vidéoclubs de quartier qui ont disparu, bien sûr. J'ai loué juste pour l'anecdote, j'ai loué mes cassettes chez Moul Zerrea, par exemple. Je déposais la carte nationale de mon père pour prendre Terminator 2, et je l'ai loué, je pense, 6 mois de suite. L'autre façon de présenter les choses, c'était de dire en fait tu vas regarder ce que Ali Hassan te propose. Voilà, tout simplement. Donc quand l'algorithme de Netflix quand il dit haka, bon malheureusement j'étais beaucoup plus jeune, donc parfois je m'endormais 10 minutes après. Mais il y avait le côté d'IL, qu'est-ce qu'il va nous proposer Lyon, qu'est-ce qu'il va nous proposer cette semaine. Et c'était, bon, on peut dire que Smet, Hitchcock, grâce à lui, tu vois. Smet, le nom Hitchcock, on connaissait pas, tu vois. Clint Eastwood, etc. Et on n'avait pas beaucoup l'occasion de voir des films internationaux, on va dire. Et en préparant l'émission, moi, c'était juste ça, cette attache émotionnelle que j'ai avec ce monsieur. En préparant l'émission, je suis parti lire un peu des interviews, dialogues, etc. Et bizarrement, il a commencé comme... il était journaliste, mais à un moment, il est passé par le service de la censure des films. CCM ou là Non, la RTM. C'est-à-dire que pour diffuser... C'est lui qui coupait les bandes. Exactement. La RTM achetait des films, et pour les diffuser... Donc tu regardais littéralement ce qu'il décidait que tu... Voilà, il coupait les baisers. C'est pour ça qu'il a vu le film, lui, parce que nous on l'a jamais vu. Voilà. On les a jamais vu les films dont il a parlé. Et Oli Chavo. Donc c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu marrant, un petit comme trajectoire de commencer. Mais il faut quand même, alors puisqu'on fait une émission pour des gens qui ont Internet, qui sont peut-être souvent plus jeunes que nous, la censure était assez sévère. En particulier sur tout ce qui est
Affection. Je vais même pas parler d'érotisme, hein, parce que Non, c'était c'est même d'affection. le bisou. Oui, l'affection. Là, c'est baiser. C'est ce qu'il te dit. Et parfois, ça t'explosait complètement la trame narrative. C'est-à-dire que tu pouvais ne pas comprendre ce qui s'était passé. Si tu avais complètement la séquence qui sautait, et puis il y avait un deuxième truc qui était drôle, c'était que le couple s'approchait, puis ensuite ils se retrouvaient chacun à un bout de la pièce. La magie du cinéma. Voilà, par un espèce de montage dont je découvre qui était l'œuvre de Ali Hassan. Voilà. mais par exemple, il y avait aussi un truc qui était drôle, c'est qu'à un moment, j'avais discuté avec quelqu'un qui connaissait le sujet, ils avaient commencé à laisser les bisous si les couples étaient mariés. D'accord, Donc c'est légal. Ça imprime. Donc c'était des doules du cinéma. Voilà, il fallait vraiment suivre l'intrigue, tu vois, pour savoir est-ce que ce baiser était légal ou pas. Mais en tout cas, bon, je t'ai coupé, donc je te laisse continuer. Et voilà, en cherchant aussi, je suis tombé sur une interview vraiment mythique, enfin, où ça combinait deux pour moi figures vraiment mythiques du cinéma de Maghreb, c'est Ahmed Bouanani et Ali Hassan. Et au fait, Ali Hassan a interviewé Ahmed Bouanani, je pense que c'était en 91 ou la 92. En tout cas, c'est en noir et blanc, c'est sur YouTube. Cherchez-le et vous allez voir. Et il parlait à l'époque déjà, je pense fin des années 80 comme j'ai dit, ou début des années 90, il parlait du fait de quelle langue doit être le cinéma marocain. واش تقدر تكون réalisateur مغربي ودير فيلم فرنسي ولا درتي انت فيلم فرنسي واش غيتسمى فيلم مغربي quand même ou pas. Et c'est vraiment très intéressant de bon je passe en catimini un message subliminal. Mais on a un podcast sur justement, je me rattrape. Non, mais si tu veux faire un podcast dans le podcast sur Ahmed Bouanani, on va mettre un lien. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'histoire du cinéma film Maghreb. Et en tout cas, moi, j'ai choisi de vous parler de Ali Hassan pour vraiment réfléchir un peu à l'histoire du cinéma film Maghreb, comment en gérer Surtout, moi, ce qui m'intéresse, Ali Hassan, c'est cette idée de passeur culturel. Passeur, exactement. C'est passeur culturel. C'est-à-dire que le mec c'est le mot que j'avais préparé. Voilà, c'est ça. Il ne s'arrêtait pas à juste acheter le film et te dire un peu comme, je sais pas, pour faire le parallèle avec Bouchra Alami qui juste te disait le synopsis et le disait en français, Hiya, à l'époque. Bon, ça touchait déjà donc une cible qui était déjà sensible, c'était plus une sorte de Canal Plus à la marocaine. Et là, non, c'était plus c'était déjà plus haut là, et c'était une vulgarisation, exactement. Oui, mais de toute façon, le mot, tu l'as dit, c'est passeur. Moi, je le mets beaucoup en parallèle avec le parcours de Ali Farhafed. C'est des gens qui sont initiés, qui sont passionnés, tu le sens, et qui te transmettent les clés pour rentrer dans un monde. Et Ali Hassan était complètement dans un monde, celui des ciné-clubs. À l'époque, il y avait beaucoup de ciné-clubs, donc des cinémas d'auteurs. En parallèle du cinéma d'exploitation, on avait beaucoup. Moi, j'habitais dans une petite ville, on avait beaucoup de cinémas où il y avait des films de karaté, des films indiens, etc., du Bruce Lee, voilà. Et ça, on l'avait. Par contre, le film d'auteur, il y avait également très souvent, même dans les quartiers, des gens qui venaient, qui nous expliquaient, mais sur ce ton-là un peu docte de Ali Hassan, pourquoi ce film était extraordinaire. Donner les clés pour apprécier ce langage. Et ça, on le doit à Nourdine Sahel. Bon, on en parlera un autre jour, mais en tout cas, la fondation des ciné-clubs, c'est dû à Nourdine Sahel. Et j'ai l'impression que Ali Hassan a pris cette puissance intellectuelle, ces échanges qu'il y avait dans ces ciné-clubs, Dar Shabab, les lycées, etc. Enfin, je parle d'une époque que je n'ai pas vécue. Mais qui les a transposés devant, je sais pas moi, 4 millions de spectateurs, ou 4 millions 5 millions, je sais pas en tout cas. Mais c'est un petit message de dire peut-être que ça nous manque aujourd'hui, peut-être qu'avec les algorithmes aujourd'hui, ما كتشوف غير داكشي اللي كتعرف ديجا ولا كتفهم ديجا. La consommation, elle s'est archipélisée, c'est-à-dire chacun est dans son île et même la famille qui regarde la télé n'existe plus. Ensemble, chacun sur son. Par contre, sur cette histoire de passion et je reviens aussi à Ali Farhafed. Ali Farhafed, c'était un peu la même logique, sauf que lui était quotidien. C'était Boogie. Voilà, c'était Boogie. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que c'est des gens qui ont travaillé dans un environnement hostile presque je sais pas finalement avec le recul s'il était aussi hostile parce que on les a laissés plus ou moins faire ce qu'ils voulaient. Alors il y avait des contraintes dont ils n'étaient pas les maîtres, je pense en particulier à ces coups de ciseaux, pas de ciseaux tu vois, mais en même temps on leur a donné ça en même temps qu'il devait y avoir des contraintes politiques, etc., culturelles, d'une société qui était ce qu'elle était, des médias qui étaient très officiels, mais le bonhomme a évolué là-dedans et il a défendu sa passion et il nous l'a transmise. C'est-à-dire que moi j'ai un nom qui me revient en tête quand je pense à Ali Hassan, c'est Sam Peckinpah. Alors je ne sais pas pourquoi,
il nous a fait un jour, je sais pas ce qu'il a passé, mais Tu retiens ça. ah, Sam Peckinpah, ou le switch du nouveau western, comme quoi Sam Peckinpah, voilà, par rapport au classique western de John Wayne, etc. Là, on est dans autre chose. Et Sam Peckinpah, je sais pas ce qu'il avait passé, s'il a passé Croix de Fer ou bien La Horde Sauvage, mais je sais pas à quel niveau ils ont coupé, mais je l'ai vu beaucoup plus tard, moi, le Sam c'était pas le même film. C'était pas le même film. Mais en tout cas, le fait de marteler le nom et d'expliquer que c'était très important de le voir, c'est un bonhomme dont on a tous un souvenir, et qui par ailleurs est adorable. Mais c'est une icône et j'ouvre une petite parenthèse parce qu'à un moment j'ai eu la chance de le croiser dans un contexte professionnel et c'est vrai que c'est des gens qui nous ont tellement marqué que tu as l'impression en fait, tu ne découvres pas un humain, tu as l'impression de ça, voilà, en fait. Et en plus, la première fois que j'ai rencontré Ken Gals de la chaise, c'est une espèce de, tu sais, t'es là genre, oh, il y a une espèce de déjà-vu. Il a une voix. La voix, la présence, le charisme. Alors que je l'ai rencontré beaucoup plus tard, donc les années passent, les souvenirs ne sont pas tout à fait, l'image n'est pas la même, mais Laura était là. Attention, c'est un charisme du siècle dernier. Oui. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va faire un effort comme peut le faire youtubeur aujourd'hui en disant, le surjeu. Non, le type il est là, tu vois, il est austère, il est en costume, il est. Tu as dit le mot tout à l'heure, docte un peu. Voilà, c'est le professeur de cinéma, il va t'expliquer un langage qui se du cinéma et pourquoi il faut. Alors là, en donnant les codes, voilà ce qu'il faut voir ou machin, le jeu. Bon, j'ai ramené un petit extrait. On va l'écouter tout de suite. الشريط الذي شاهدناه وعشنا أحداثه كان هو الفيلم الثالث من أفلام هيتشكوك التي ظهرت فيها إنغريد بيرغمان سنة 1949 بعد سبيلباوند سنة 45 ونوتوريوس في سنة 46. سبيلباوند في 45 ونوتوريوس لي زانشيني في 46. إلا أن ألفريد هيتشكوك بعد هذا الشريط الذي شاهدناه يقرر عدم التعامل مع هذه الممثلة بسبب بسيط أنها كانت تتدخل في بعض أمور الإنجاز التي ترتبط بلغة هيتشكوك السينمائية. Que peut-on rajouter sur notre ami Ali Hassan? Moi, franchement, rien, si ce n'est que c'est vraiment une icône pour le coup. En tout cas, pour notre génération, c'est certain. Et c'est malheureux comment ça s'est fini, son histoire avec la RTM, parce qu'apparemment, il s'est fait virer par la RTM. Et c'est malheureux, après, de voir tout ça. Écoute, c'est là où je fais un parallèle entre Ali Hassan, Saïd Zador, autre héros de l'audiovisuel, et Ali Ferhafed, dont les qui avait démissionné, tu m'avais dit, non? Oui, mais en fait, les fins de leurs aventures ont un côté un peu aigre, un peu triste par rapport à ce qu'ils ont donné, parce que j'insiste, encore une fois, moi, quand je suis arrivé en Europe pour faire des études, j'étais convaincu que j'allais trouver des centaines dans chaque chaîne, des centaines de Bougui, des dizaines de Ali Hassan, et que j'allais crouler sous les gens qui m'expliquent, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, là-bas, ils étaient dans une logique beaucoup plus capitaliste et il y avait pas tant d'émissions que ça. Alors qu'il y avait une profusion de produits, tu pouvais aller au cinéma et voir ce que tu voulais par rapport à chez nous, il y avait moins de choix. Tu pouvais aller dans un magasin de disques et même écouter le disque avant de l'acheter, etc. Bon. Et je me suis rendu compte que finalement, le fait qu'on était privé d'un vrai marché, eh ben, il nous a aussi permis d'avoir quelque chose de qualitatif. Et c'est un sale paradoxe, je sais pas où il mène, mais vraiment, je le ressens. Je le ressens. Mais on a profité, en tout cas merci à ces gens-là. On a merci profité de leur faculté de passeur culturel. Voilà, et merci à toi de le présenter. C'est super, Ali Hassan. Icône validée. Validé. Voilà. Et je passe à Mouna. Mouna, tu veux nous parler de qui? Moi, je vais rester dans le petit écran, paradoxalement. Je crois que tu veux nous faire une espèce de jeu d'un passeur culturel, d'un passeur du milieu de terrain. Un passeur culturel, un passeur culinaire. Un passeur, en tout cas. Oui, un passeur. En tout cas, pour moi, c'est une icône. Pareil que je... C'est l'icône. C'est l'icône, the icon. Mais que je relie aussi un petit peu à cette époque parce que c'est peut-être le seul photographe dont on connaît bien le visage, parce que normalement, par essence ou là par défaut, un photographe est plus derrière la caméra. Et moi, j'ai des souvenirs, et peut-être vous aussi, de Mohamed Maradji qui passe à la télé, le journal, parce qu'il est tout le temps dans les cortèges, c'est-à-dire cette personne qui était omniprésente, les alors que bon, a priori Moussaouer, mais nous, grand chose à faire, et ce nom qui, en tout cas, quand j'étais plus jeune, ça sonne un peu indien, Maradji. Moi, tu vois, ça fait un peu, il y a ce côté un peu. Et puis voilà, il a une tête, voilà, tu vois,
vois, et donc il y a déjà ce côté iconique visuel, et il y a aussi le fait qu'on n'a pas tellement de traces de photos de Maghreb qui ont une empreinte et un style. Et pour le coup, ce monsieur, qui est un Casablancais natif des années 30, je crois, 39, si je veux pas, oui, 39 ou le Casa, et ben lui, par exemple, si quelqu'un veut avoir des clichés sur plusieurs années, pour ne pas dire beaucoup d'années, d'une seule et même personne, et ben il se pose là. Il y a Maraghi, et parce qu'il a eu en plus accès à plusieurs situations, plusieurs endroits, plusieurs lieux, plusieurs événements clés de l'histoire du pays qui font que pour moi c'est une icône photo, mais aussi le personnage. Alors, je squatte Radio Ma'arif depuis un petit moment maintenant. Tu sais qu'en général, quand je m'intéresse à une icône, c'est pas tellement pour ce qu'ils ont fait, mais un peu pour l'aura. Non, ce qu'il a failli faire. Non, j'aime les personnages, en fait, j'aime les histoires, j'aime savoir d'où vient, parce qu'il y a souvent une histoire personnelle qui fait que cette personne se détache du lot. Et pour Mohamed Maraghi, l'histoire est assez jolie, en fait. À chaque fois, quand je m'intéresse à une icône, je me dis est-ce que ça pourrait faire un film, justement. Et lui, je pense que pour le coup, oui. Alors, natif de Casablanca en 39, ce monsieur est orphelin très, très jeune. Il perd son papa, et donc il faut qu'il fasse des choses comme on faisait à l'époque pour vivre. Donc plein de corps de métier. Il va travailler un petit peu chez un tailleur traditionnel, chez l'école. Bon, il n'y a pas de structure familiale en tout cas pour lui donner un cadre. Mécanique, bref, beaucoup de choses. Et quand il commence à grandir, on est à quelques années avant l'indépendance. Je suis de la modernité. Il va entrer en contact avec un appareil photo. Et il va commencer à photographier ce qui se passe autour de lui, puisqu'il traîne tout le temps Fznqa. Et bon, il y a des gens comme ça qui sont le destin les choisit pour avoir la bonne idée ou être au bon moment, au bon endroit. Et en fait, c'est à 16 ans qu'il commence à photographier. Ça tombe bien, ça vient avec l'indépendance, ça vient avec le retour de Mohamed V au pays, donc une effervescence. Et lui, il a ce côté un peu peur de rien et intéressé par tout, ce qui va faire que il va un peu surfer sur cette vague de modernité. Il va se faire remarquer par le roi. En fait, en gros, c'est lui qui est dans cette effervescence et qui va s'arranger pour être là où il faut quand il faut. En fait, fait des je vais documenter tout ça, et il finit par se faire remarquer. Alors, je vais très vite fermer cette parenthèse parce qu'en gros, il va beaucoup photographier les activités royales, ce qui va lui ouvrir énormément de portes et qu'il va continuer à faire. On dit de lui le photographe des trois rois parce qu'effectivement, il va faire ça sous le règne de Mohamed V, de Hassan II et de Mohamed VI. Mais toutes ces choses-là vont aussi faire que il va avoir une espèce d'aisance qui va lui permettre de nous offrir aujourd'hui des photos juste extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Maraghi quand il va couvrir le tremblement de terre Agadir. Les clichés sont juste extraordinaires, aussi tragiques soient-ils. Les clichés d'Yalou, d'Yal Masira al-Khadra sont extraordinaires. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent à les coloriser et on les connaît pas. Je veux dire, on a l'impression qu'on nous tartine de photos patriotiques à droite à gauche, mais c'est comme si on voyait tout le temps les mêmes photos, mais quand on va farfouiller en fait dans d'autres clichés, le côté un peu reporter de terrain, le côté humain, le côté où tu vois des choses vraies et pas lisses et pas surjouées, elles sont là, elles sont juste extraordinaires. C'est ce que je suis en train de nous dire, c'est que les photos les plus diffusées de Maraghi sont peut-être pas les plus intéressantes. Pas forcément, voilà. Alors qu'il a sorti plein de bouquins, je veux dire, de toute façon c'est un peu valable pour beaucoup de photographes. En général, les clichés qui sont connus, ils sont connus pour une raison X ou Y, et les gens ne vont pas fouiller plus que là, mais il a énormément de clichés. C'est une banque en fait d'images, et son histoire aussi est très cool. Parce que bon, il a donc cette espèce d'ouverture sur un monde qu'il ne connaissait pas. Je vous parle donc d'un orphelin, les qui ta mécanique, qui s'ouvre les palais royaux, etc. Et en 59, il va à Paris, avec Adzama, avec tout ça, il se débrouille pour aller faire un stage de 6 mois dans une agence photo à Paris. Et là, pareil, c'est un peu, pour moi, c'est un peu tu vois, c'est des gens qui ont une étoile quand même au-dessus d'eux, parce qu'ils se retrouvent donc encore l'effervescence de l'époque Yéyé et compagnie à Paris. Ils se retrouvent à photographier Edith Piaf, Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Donc, dans l'absolu, bon, il a photographié Edith Piaf, Johnny Hallyday, mais quand tu reviens le parcours, c'est quand même assez extraordinaire. Ça me rappelle le parcours de Mehdi Qutbi aussi. Parce que c'est orphelin aussi qui vient de Rabat et qui finit dans les hautes sphères, appelons-les comme un petit ça. Passage par Paris, etc. Voilà, et donc il revient avec tout ce portfolio et avec cette envie, et il revient au Maroc. Et
qu'on le veuille ou non, il y a des choses qu'il a faites qui font de lui une icône par défaut, comme la création de la première agence de photos de presse au Maroc. Je pense que c'était dans les années 60. Qu'on le veuille ou non, une marque déposée de Amir Rahmouni. Smah li Amine que tu me diras combien je te dois. Voilà, c'est l'occasion de, s'il nous écoute, de venir nous voir. Ça fait معنديش Voilà, مشكل qu'on le veuille ou non. نخلص الضريبة, il y a pas de problème. Donc en 61, il revient donc au Bercail à Casa et il crée la PPM, l'agence marocaine de photos de presse. Et donc après, effectivement, j'ai pas besoin de dire grand-chose sur ce qu'il fait parce que c'est simple, si on devait résumer, il est partout après. Ouais. Il a immortalisé moi la politique, vous savez, mais genre il y a eu une tu reconnais comme les rois qu'il a photographiés. Non, mais il y a eu un sommet africain, me semble-t-il, en Algérie en 60. Je sais plus quand. Bref, il a immortalisé. En fait, il a eu une Zama Dialtou en fait a créé des clichés qui sont aujourd'hui uniques grâce à ça. En fait, il y avait un sommet. Je veux pas dire de bêtises, mais les cinq chefs d'État du Maghreb l'Arabi. C'est une photo qui se vend même à Alger on a joué à Alger. Voilà. Elle se vend dans la. Et en fait, ils font des photos très officielles, énormément de presse, très guindées, tout ça. Et à la fin, il prend la parole. Il dit en français, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir la main? Et donc, ils se tiennent la main. C'est la fameuse photo. La fameuse et la légende dit, c'est pas la légende, c'est lui-même qui le dit. Il dit en fait que c'est lui la légende. Il dit en fait que quand il y a eu ce geste et cette photo qui a eu beaucoup d'impact et que tout le monde a prise par la suite, Hassan II en fait voulait lui donner le tab' le maghribi, donc il prend la parole et il dit vous êtes marocain, la prochaine fois formulez votre question en arabe. Mais tout ça en fait il l'avait plus fait pour signifier à l'assistance que monsieur était marocain. D'abord, que cette photo que tout le monde a prise à Hadi Eltmet. Et voilà. Et en fait, ce monsieur, donc je considère... le patriotisme artistique de Hassan. Que je considère en tout cas légendaire. Moi comme une icône. Voilà, ces photos sont disponibles sur Internet. Il a sorti plein de livres. Et je pense que le personnage et certains de ces clichés, pour moi, ça mérite le tabac de si icône. Vous êtes à Casa aussi, Maradi, c'est aussi un studio, tout simplement. C'est un studio photo qui est une ruelle qui est perpendiculaire au boulevard Mohamed V. Et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, c'était mon studio photo d'enfance. Ah. Donc mon historique aussi. Petit, si ça t'intéresse, Reda, Et puis après, il y a le côté aussi Payet, je vous l'ai dit déjà tout jeune, Sowar, Edith Piaf et compagnie, mais après, bien entendu, Abdelhalim Hafid, enfin bref, Zama la totale. Donc même son portfolio, si on devait parler technique ou la portfolio, la productivité photographique, c'est du lourd, quoi. Après aussi, il y a une petite anecdote, elle a l'origine du nom. Je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si c'est... Ça m'intrigue parce que vraiment, Admaradji... Mais c'est, au fait, apparemment, je ne sais pas, il vendait des trucs film Dina, etc. Et il disait Marradji, Marramadji. Et au fait, ici, ils l'ont appelé Marradji. C'est possible. J'ai entendu ça, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça ne serait pas étonnant. Que ce soit vrai ou pas. La question est lancée. Qu'on le veuille ou non. Non, mais déjà, moi je vais dire deux mots sur ce bonhomme. Déjà, lui, c'est un personnage. On a l'impression qu'il vieillit pas déjà. Oui. Mais c'est vrai. Il a cette bonne tête vraiment sympathique et illuminée à laquelle on s'est habitué. La deuxième chose que je veux dire, c'est que Mohamed Khamis, Hassan II, c'est les premiers rois qui ont été photographiés, multi-photographiés. C'est-à-dire, Moulay Abdelaziz, il a un photographe qui l'a fait venir de France qui s'appelle Monsieur Vert. Jean-Gabriel. Voilà, qui a des photos de Moulay Abdelaziz en marocain, en beldi et en costume, etc. Donc c'est les premiers. Après, ça devient. Mais avant, donc on n'a pas ça. Et là, on a ce bonhomme-là qui va en fait faire les images que tous les Marocains vont voir. C'est-à-dire que on comprend l'importance de l'image. Hassan II était beaucoup là-dedans, et ce bonhomme-là, bizarrement, il va devenir une star, alors que tout était fait pour qu'il reste dans l'ombre. Dans l'ombre. Voilà, c'est quelque chose de fou. Et moi, j'étais très surpris sur Internet, effectivement, de voir les travaux qu'on connaît pas. C'est-à-dire au-delà du cliché des trois rois et du photographe officiel. Et c'est là qu'on voit vraiment sa vraie empreinte. Voilà, regardez les photos du tremblement de terre d'Agadir. Regardez ça. Et la marche verte. Regardez les photos des Juifs marocains. On est dans les années 50. Je pense aux 60 qui existe, soit dit en passant, dans un ouvrage qui s'appelle Shalom.
Voilà. C'est extraordinaire. On sent qu'il est rentré chez les gens et qu'il a fabriqué l'intimité qu'il fallait pour pouvoir saisir ce qu'il avait envie de saisir. C'est des choses qu'on connaît pas forcément par rapport à son travail sur les rois qu'il a couvert, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur Monsieur Maladji. Moi, je vais rajouter juste un truc parce que tout à l'heure j'étais vraiment floue et là je retrouve l'info. Donc la fameuse réunion, c'était en juin 88, c'était à Zeralda. C'est flou pour parler d'un photographe, je sais pas bien. Faut le faire quand même. Donc voilà, c'était l'époque Zine Abidine. Zine Abidine. Oui. Tout ça. Shadi Ben Jdid, Muammar Kadhafi, etc. Voilà. Exactement, 88. Voilà. Et c'est une photo, si je me trompe pas, qui se vend à Alger. La première fois qu'on a joué là-bas, elle se vend dans la rue comme ici on peut vendre. Voilà, on peut acheter des. Voilà. Mais elle était où cette réunion? Zeralda, Algérie. Voilà. Merci Mouna pour. Vous validez mon icône. Mais ouais, bien sûr. De toute façon, moi je considère quand il y a quelqu'un. Non, mais c'est simple. Hein, c'est comme il y a des peintres comme ça. Des gens qui connaissent pas la peinture connaissent Chaibi. C'est vrai. Les gens qui connaissent pas la photo connaissent Maladji. Oui, tu dois. Absolument. Tu aimes pas. Mais c'est ça, moi c'est un nom. Il a personnifié un métier, une technique, un art. Il a personnifié. Voilà. Le reste, mais c'est déjà assez exceptionnel dans ce Maroc qui s'ouvrait à la technologie. Merci Mouna. Avec plaisir. Merci Reda. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, les amis. Inch'Allah. Produit avec le soutien de la MDJS.